Salut à tous et à toutes, bienvenue dans le Grand Journal sur Swag Radio avec Arlette Tutorelas. Depuis le studio de Swag de la capitale des grandes écoles du monde, Swag Radio, énergie le flot. L'attitude, le monde bouge à une vitesse fulgurante et l'actualité ne laisse aucun répit. Crise internationale, décisions politiques majeures, sécurité, économie et société. Voici les informations qui dominent l'actualité de cette journée. Le correspondant de CGTN, Stephen Rami, a interviewé l'ex-commandant en chef du corps des gardiens de la révolution islamique, Mohsen Refaï, affirmant que les États-Unis et Israël tentent de redessiner la carte du Moyen-Orient. Mohsen Refaï explique pourquoi il estime que l'Iran constitue le principal obstacle à ses projets. Écoutons les détails dans ce grand journal. Les doctrines de Trump et de Netanyahou sont par essence une doctrine commune. Selon cette doctrine, s'ils veulent imposer un nouvel ordre dans la région, l'Iran doit inévitablement être renversé. Tant que l'Iran est présent en Asie occidentale et au Moyen-Orient, il leur est impossible de redessiner la carte du Moyen-Orient. C'est ce que Netanyahou a déclaré à maintes reprises. Il cherche à changer la carte du Moyen-Orient. Par conséquent, les doctrines américaines et de Netanyahou se sont alignées. Tant que l'Iran subsistera, aucun de leurs nouveaux ordres souhaités ne se concrétisera. Ainsi, lorsqu'ils ont commencé par Gaza, le Liban et la Syrie, ils affirmaient que le summum ultime pour changer la carte du Moyen-Orient consistait à s'emparer de l'Iran. Leur deuxième raison est la question du pétrole et du gaz dans cette région. Si les États-Unis et Israël parvenaient à s'emparer de l'Iran, ils domineraient toutes les réserves de pétrole et de gaz de l'Iran, du Golfe Persique, d'Asie centrale et du Caucase. C'est exactement ce que M. Trump a fait au Venezuela. Pourquoi s'y est-il rendu? Il y est allé pour le pétrole. Il y a donc deux enjeux en Asie occidentale, le pétrole et le territoire. Israël cherche à s'emparer de territoires, c'est-à-dire qu'il veut s'emparer du sud de la Syrie, du sud du Liban et de certaines parties de la Jordanie et de l'Irak. M. Trump, quant à lui, cherche à s'emparer du pétrole. C'est là leur point commun. Par conséquent, l'un des enjeux est économique et l'autre géopolitique. Or, nous avons prouvé que cela n'était pas possible. C'est la région elle-même qui doit former une union. Nous pouvons établir collectivement la sécurité et la paix mondiale de manière juste et équitable. Les doctrines de Trump... Le président américain Donald Trump a déclaré qu'il ne se préoccupait pas des conséquences politiques que pourrait avoir le conflit au Moyen-Orient sur les élections de mi-mandat prévues aux États-Unis en novembre prochain. Lors d'une réunion de son cabinet à la Maison-Blanche, le chef de l'État a affirmé que les considérations électorales n'influenceraient pas sa stratégie concernant la guerre impliquant l'Iran. Écoutons les détails sur TVA Nouvelles dans ce grand journal. Donald Trump affirme se ficher de l'impact que pourrait avoir la guerre en Iran sur les élections de mi-mandat. En réunion de cabinet aujourd'hui, vous le voyez, le président américain qui a donné en exemple la victoire sans équivoque du candidat qu'il soutenait dans une primaire au Texas. Selon lui, les citoyens comprennent que l'Iran ne peut posséder une arme nucléaire. Là-dessus, on retrouve Richard Latendresse en direct de la Maison-Blanche. Richard, ces propos-là s'ajoutent à ceux qu'a tenus le président sur le portefeuille des Américains. Oui, c'est fascinant, Pierre-Olivier, de voir de quelle façon, et il l'a répété plusieurs fois au cours de cette réunion du cabinet derrière moi, cette façon de minimiser, de temporiser les souffrances, on peut les appeler ainsi, des Américains liés à cette guerre d'Iran qui continue de s'étirer. Même si on ne bombarde plus comme avant, le détroit d'Ormuz reste fermé, la circulation du pétrole ne se fait pas, les engrais ne sont pas distribués et on voit les impacts partout à travers le monde et donc ici aux États-Unis. Mais on n'arrête pas de répéter que ça ne durera pas, qu'à court terme, on va voir le prix à l'essence baisser. C'est quand même assez curieux et je le dis, Pierre-Olivier, d'une fois à l'autre, on se demande si les Américains ne vont pas finalement lui faire payer le prix de tout ça. C'est-à-dire, il rappelle qu'il y a 2 mois, 3 mois, on pouvait trouver en Iowa un prix du gallon d'essence en bas de 2 $. Oui, mais c'est fini ce temps-là. Étonnant toujours cette volonté de mettre de l'avant la nécessité d'écraser le programme nucléaire iranien en fermant les yeux sur l'impact que ça peut avoir ici aux États-Unis. Et parallèlement à ça, il s'en est pris aujourd'hui, Donald Trump, à un allié des États-Unis, Oman. Puis on se pose la question, est-ce qu'il était sérieux?
Je pense qu'il a glissé, mais effectivement, je suis sûr que du côté d'Oman, on devait avoir des sueurs à entendre le président des États-Unis dire que le pays, le petit pays du Golfe Persique, qui est au cœur d'ailleurs des discussions en ce moment avec le Pakistan entre Américains et Iraniens, qu'il va casser le pays, ils vont y goûter si ça se poursuit, etc. Mais ça faisait partie d'un récit fidèle à Donald Trump, ce qu'on appelle son flot de conscience, où il dit un peu n'importe quoi. Et un peu plus tôt, je te dirais, Pierre-Olivier, il avait commis un lapsus comparable en décrivant ce que le Venezuela, disait-il, avait subi, les bombardements, leur marine est finie, leur armée, leurs missiles, alors qu'on sait que l'opération au Venezuela a été chirurgicale, comme on dit, on est allé chercher Nicolas Maduro. Bon, il parlait de l'Iran, il a cité le Venezuela. On peut croire qu'il parlait de l'Iran en faisant référence à Oman, sinon les pauvres Omanis vont mal dormir ce soir. Absolument. Et puis je vais te parler de propos qui ont fait jaser aujourd'hui aux États-Unis. Les propos tenus hier par l'ancienne première dame, Jill Biden, sur le débat qu'avait livré Joe Biden avec Donald Trump. Oui, en fait, ces propos-là, ce qui est assez particulier, c'est qu'on l'a interrogé sur le moment lors de son débat avec le candidat républicain à ce moment-là, où il se cherchait, il se perdait dans ses idées. Et Donald Trump lui-même, après coup, a dit « Je pense qu'il ne sait pas de quoi il parle ». Et on était tous mal à l'aise. Moi, j'étais présent à ce moment-là. Jill Biden a dit on lui a demandé « Est-ce que vous étiez bouleversé par tout ça ?» Il a dit « Moi, j'étais persuadé qu'il venait d'avoir une crise, de faire un AVC, d'avoir un problème de santé. » À ce moment précis-là. Ce que ne reconnaît pas Jill Biden, elle refuse, comme l'entourage immédiat de Joe Biden, c'est d'admettre qu'en fait, cette réalité d'un ralentissement mental, cérébral de Joe Biden au cours des mois précédant la campagne électorale de 2024 était claire. On le constatait même de notre côté, mais on refuse toujours de l'admettre au sein de son entourage. Presque 2 ans, 1 an et demi après l'élection et presque 2 ans après ce fameux débat-là. Merci beaucoup, Richard. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a présenté 9 propositions visant à faire avancer la réforme de la gouvernance mondiale au siège de l'ONU à New York. M. Wang a participé à une réunion du groupe des Amis de la gouvernance mondiale, une initiative lancée par la Chine l'année dernière en vue d'approfondir la coopération sur les grandes questions de la gouvernance mondiale. Écoutons les détails dans ce grand journal. En tout cas, en parallèle des négociations avec l'Iran, Donald Trump essaye aussi de pousser pour que les États du Golfe, en particulier les Saoudiens et le Qatar... Jeudi, le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a déclaré au groupe des Amis de la gouvernance mondiale que le monde était aujourd'hui confronté à une situation à la fois tumultueuse et instable. Il s'est cependant montré optimiste quant à la capacité du groupe à apporter des changements significatifs, soulignant qu'il comptait désormais plus de 60 membres. Réformer et améliorer la gouvernance mondiale est une tâche que l'histoire a confiée à notre génération. Nous devons rester confiants et redoubler d'efforts. Ce groupe, fondé par la Chine en 2025, a pour but de planifier des réformes et des améliorations de la gouvernance mondiale afin de garantir que le système multilatéral soit plus adapté à un monde multipolaire. Lors de la réunion de jeudi à New York, Wang Yi a présenté 9 propositions pour la réforme de la gouvernance mondiale, notamment l'amélioration de l'efficacité du Conseil de sécurité, l'approfondissement de la réforme du système économique mondial, l'établissement de règles régissant l'intelligence artificielle et l'amélioration de l'efficacité globale de l'ONU. Bien qu'elle ne soit pas parfaite, l'ONU reste la plateforme ayant la plus grande autorité en matière de gouvernance mondiale. L'objectif de la réforme est de renforcer et non d'affaiblir l'ONU. Nous devons préserver le rôle prépondérant des États membres et garantir l'équité, l'inclusivité et la transparence. Représentant l'ONU elle-même, la vice-secrétaire générale Aminaji Mohamed a indiqué que l'ONU devait refléter l'importance du XXIe siècle, ajoutant que le multilatéralisme n'avait pas laissé tomber le monde, mais qu'il avait été laissé pour compte. Elle a souligné qu'il était important que les nations les plus puissantes de l'ONU puissent se faire entendre. Il est manifestement dans l'intérêt de tous ceux qui détiennent le plus de pouvoir d'être en première ligne de la réforme, et non en marge. La légitimité est le fondement sur lequel repose le pouvoir. Lorsque ce fondement disparaît, le pouvoir qui repose dessus ne dure pas. La réforme demande du courage. Par ailleurs, le groupe des Amis de la gouvernance mondiale a également entendu le ministre cubain des Affaires étrangères.
Celui-ci a saisi cette occasion pour condamner les États-Unis au sujet des menaces qui auraient été proférées à l'encontre de son pays, affirmant qu'il était important de rejeter avec fermeté l'unilatéralisme et de soutenir la paix. La menace d'un recours à la force contre Cuba par la plus grande puissance militaire nucléaire du monde s'accompagne d'un resserrement étouffant du blocus économique, commercial et financier contre notre pays, exacerbé par un embargo pétrolier équivalent à un blocus naval. Donald Trump veut arriver à ce que l'Arabie Saoudite normalise ses relations avec Israël. Il y aura un effet d'entraînement potentiel, mais la question palestinienne bloque. Écoutons les détails sur BFM TV dans ce grand journal. En tout cas, en parallèle des négociations avec l'Iran, Donald Trump essaye aussi de pousser pour que les États du Golfe, en particulier les Saoudiens et le Qatar, rejoignent les accords d'Abraham. Est-ce que c'est envisageable pour eux ? Oui, alors ça fait partie des déclarations un peu curieuses du président Donald Trump, surtout dans le contexte actuel. C'est-à-dire c'était un peu combinatoire à l'endroit de Riyad notamment, parce qu'évidemment, c'est l'Arabie Saoudite le point central pour finaliser l'accord d'Abraham. Mais les Saoudiens ont toujours dit que ça ne pourrait pas se faire avant que la question palestinienne soit réellement examinée avec sérieux dans la perspective d'un État palestinien. On en est loin. Et donc, c'est vrai que c'était une déclaration pour le moins étrange. Ça s'adressait aussi au Qatar, puisqu'il faut rappeler que dans les accords d'Abraham de septembre 2020, il y a les Émirats Arabes Unis et Bahreïn, pour ce qui concerne la péninsule, qui avaient effectivement normalisé avec Israël. Et on a vu les liens étroits qui s'étaient tissés, justement, même à la faveur de la guerre, puisque les Émirats ont bénéficié du dôme de fer israélien pour se protéger. Mais est-ce que c'est pas pour montrer qu'il fait mieux que ce qui avait été signé auparavant ? Il parle du coup de Barack Obama, dit qu'il a fait mieux. C'est pour dire j'ai bien fait d'y aller, j'ai avancé sur une partie du dossier. En disant, avec tout le travail que les Américains ont fait, vous devriez, ce serait une nécessité que vous signiez, etc. Alors c'est son mantra, hein. Pour le coup, il y a une certaine constance depuis son premier mandat. Il veut parachever, ça fait partie, il veut que ça soit son héritage géopolitique à l'issue de son deuxième mandat, c'est-à-dire d'arriver à ce que l'Arabie Saoudite fasse la normalisation, parce que ça entraînerait évidemment, vu le poids de l'Arabie Saoudite, à la fois géopolitique, économique, c'est le pays des deux lieux saints, donc aussi une extension aux pays musulmans, il y aurait un effet d'entraînement potentiel. C'est pour ça qu'il rêve effectivement que l'Arabie Saoudite. Mais il y a la question palestinienne qui bloque. Alors justement, la question palestinienne, on a eu, Annalisa, des annonces du côté d'Israël ces derniers jours. Avec la bande de Gaza. Oui, effectivement, avec Israël qui annonce qu'ils veulent contrôler 70% désormais de la bande de Gaza. C'est une rupture du cessez-le-feu, une rupture du pacte qui a été signé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'Israël peut finalement ne pas respecter ? Oui, alors c'est effectivement une annonce du Premier ministre, parce qu'il y a la fameuse ligne jaune, en fait, qui était le premier retrait, et qui était sur 60%. Donc là, c'est un élargissement. C'est justifié pour des raisons sécuritaires, mais ça pose le problème, effectivement, par rapport à ce qui avait été établi. Et on retrouve la même problématique, toute chose égale par ailleurs, au Liban, avec, par rapport au cessez-le-feu, qui est régulièrement violé, et puisqu'il y a des opérations qui se multiplient de la part d'Israël, et c'est pas dissociable de la perspective d'un éventuel accord signé entre Américains et Iraniens. C'est prendre des gages temporellement dans l'urgence, dans la perspective où Donald Trump lui dirait... Nous irons en RDC, République démocratique du Congo, pour parler de l'Ebola. Les ministres de la Santé et de la Communication se rendent à Bunia, la ville de Bunia, est l'épicentre de cette épidémie provoquée par la souche Bundibugyo, pour laquelle il n'existe aucun vaccin pour l'heure. Reportage signé Africa News dans ce grand journal. Les ministres de la Santé et de la Communication de la République démocratique du Congo sont arrivés à Bunia, ville située dans la province de l'Ituri, au nord-est du pays. Un déplacement visant à superviser la riposte à la dernière épidémie d'Ebola qui sévit dans la région. La riposte est en train de se déployer. Nous venons pour voir comment est-ce que se déploie, comment est-ce qu'on est efficace. Et pour l'instant, nous continuons d'abord à donner les chiffres de manière brute, de telle sorte que nous puissions retrouver tous les contacts et toutes les personnes qui présentent des symptômes. Je viens surtout pour encourager les prestataires de soins, vous savez, qui payent le prix le plus lourd au niveau des centres de santé, parce que nous avons perdu des médecins, nous avons perdu du personnel de santé de qualité. Nous venons d'abord surtout pour compatir.
Dans l'est de la RDC, près de 1000 cas suspects ont été identifiés et au moins 220 décès présumés recensés. Le ministère de la Santé a annoncé mardi que 101 cas avaient été confirmés et qu'il enquêtait sur plus de 3000 contacts potentiels. Bon, la plupart des personnes que nous avons maintenant, c'est vraiment les contacts des malades qui ont développé des symptômes ou qui ont développé la maladie. Cependant, effectivement, nous avons quand même des facteurs de risque comme les déplacements des communautés. Et c'est un facteur de risque important dont nous tenons compte dans toute notre stratégie, dans toute notre planification. Face à la hausse des cas suspects, l'Ouganda a ordonné mercredi la fermeture de sa frontière avec le Congo. Des cas ont été confirmés sur le territoire ougandais après que des professionnels de la santé ont été exposés à la maladie par des patients congolais. Le Premier ministre canadien s'est rendu à New York. Mark Carney se trouve à New York en mission économique éclair pour tenter d'attirer des investissements au Canada. Devant un parterre de gens d'affaires, il a rappelé les liens forts qui unissent le Canada et les États-Unis, avec un clin d'œil sur le slogan du président Trump, une main tendue, alors que les négociations en vue de la révision de l'accord de libre-échange piétinent depuis des mois. Le compte-rendu de Yasmine Mehdi de Radio-Canada dans ce grand journal. Devant le gratin économique new-yorkais, Mark Carney reprend un slogan du président Trump. Canada strong will help make America great again. Un Canada fort peut aider à rendre à l'Amérique sa grandeur, affirme-t-il. Établir un nouveau partenariat qui redéfinira la relation économique entre nos deux pays. Le premier ministre énumère les secteurs dans lesquels Ottawa et Washington peuvent collaborer: auto, acier et aluminium. In autos, in steel, in aluminum. Un discours qui tranche avec celui de Davos, où Mark Carney avait mis en garde contre les dangers de trop d'intégration. The Liberal Prime Minister was off to New York. Les conservateurs l'accusent de prononcer un autre discours contradictoire. On the one hand, he says that we are in the middle of a rupture with the United States, while on the other, he says he wants to make America, in his words, great again. La visite de Mark Carney à New York survient alors que le Canada fait du surplace dans ses pourparlers avec Washington. Le processus de révision de l'ACEUM doit démarrer le 1er juillet. Le Mexique négocie déjà, mais pas le Canada. Le premier ministre ontarien est inquiet. Il veut que le Canada soit à la table des négociations. Moi, je serai au cours des prochains jours moi-même à Washington. Le ministre Dominique Leblanc se veut rassurant. Nous avons abordé beaucoup de ces mêmes enjeux-là avec les mêmes personnes qui sont au Mexique pour l'administration américaine. Le premier ministre aurait-il dû aller lui-même à Washington plutôt que de se rendre à New York? Non, répond cet économiste qui a travaillé avec lui à l'époque où il était à la Banque centrale. À New York, Mark Carney s'est aussi entretenu avec des chefs d'entreprise en privé. Une façon pour lui de faire passer son message aux États-Unis sans s'adresser directement à la Maison-Blanche. Ici Yasmine Mehdi, Radio-Canada, Ottawa. Direction la Roumanie, le président roumain Nicus Orban a indiqué avoir convoqué le Conseil suprême national de défense après la chute d'un drone qui a fait 2 blessés dans un immeuble près de la frontière avec l'Ukraine. Le récit est signé France 24 dans ce grand journal. C'est sur cet immeuble résidentiel de Galați, à l'est de la Roumanie, que le drone russe s'est écrasé dans la nuit de jeudi à vendredi, faisant des dégâts matériels et plusieurs blessés légers. La Roumanie, pays membre de l'Union européenne et de l'OTAN, partage une frontière de plus de 600 km avec l'Ukraine. Et pour cet habitant de Galați, il s'agit d'une nouvelle provocation de la Russie. Je ne crois pas à un accident. C'est arrivé bien trop souvent pour que les Russes agissent ainsi par hasard. Soit ils sont tout simplement incompétents en matière de guerre, soit l'OTAN doit agir. Les autorités roumaines ont aussitôt dénoncé une escalade irresponsable de la part du Kremlin et affirmé que la situation était sous contrôle. Nous ne sommes pas confrontés à une attaque contre la Roumanie. Nous subissons les répercussions d'un conflit qui se déroule à proximité immédiate de notre frontière, avec malheureusement des conséquences directes pour la population de la région.
Bucarest a demandé à l'OTAN des mesures pour accélérer le transfert de capacités anti-drones vers sa frontière orientale. Le chef de la diplomatie européenne, le président du Conseil et la présidente de la Commission sont unanimes pour dénoncer la violation de l'espace aérien roumain et européen. Ursula von der Leyen a estimé que la Russie a franchi une nouvelle limite et a appelé à la conclusion avant l'été d'un nouveau paquet de sanctions contre Moscou. Des incursions de drones en Roumanie ont été détectées à plusieurs reprises depuis l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022, mais c'est la première fois que l'un de ces engins s'abat sur un immeuble résidentiel. Direction Israël. Israël intensifie ses frappes sur le sud du Liban. Plus tôt, Benjamin Netanyahu a annoncé l'élargissement des opérations de l'armée israélienne au Liban, en dépit du cessez-le-feu en vigueur. Reportage signé Euronews dans ce grand journal. Les bombardements et les combats se poursuivent au Liban, malgré un cessez-le-feu théoriquement en vigueur depuis le 17 avril. L'armée israélienne a déclaré avoir mené ce jeudi une frappe aérienne sur la banlieue sud de Beyrouth, sans donner plus de précision. De la fumée a été aperçue près de l'aéroport international. Les troupes israéliennes étendent également leurs opérations dans le sud du pays. Jeudi matin, elles ont notamment ordonné l'évacuation des localités situées au-delà de la ligne jaune, une zone frontalière déclarée par Israël comme étant sous son contrôle. Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hezbollah en mars dernier, plus d'1 million de personnes ont été déplacées. وما تفكروا انه نحن بنترك الجنوب، الجنوب ارضنا وروحنا ووطننا وعرضنا، نحن ما بنتركه للجنوب، نحن ما بنعمل مثل فلسطين، نحن ارضنا هي، هن يروحوا، هن يحملوا شنطهم ويروحوا مطرح ما اجوا. Parmi les villes les plus durement touchées par ces bombardements figuraient Sidon, Tyr et Nabattier, où 14 personnes, dont des enfants, ont été tuées et 21 autres ont été blessées. Le Hezbollah a également revendiqué des dizaines d'attaques de drones et de roquettes contre les troupes israéliennes dans le sud du Liban et le nord d'Israël. Les ambitions territoriales de la Chine envers Taïwan sont bien connues. Il s'agit d'une des sources de tension dans la région, car Pékin s'intéresse aussi à d'autres zones à proximité. C'est pourquoi Tokyo a décidé d'accélérer la militarisation de certaines de ces îles, y compris le déploiement de missiles sol-air sur place. Où s'en inquiète notre correspondant, Asie Philippe de Radio-Canada Leblanc, dans ce grand journal. C'est l'endroit le plus à l'ouest du Japon, un petit paradis isolé à seulement 110 km de Taïwan. Des bâtiments militaires et des installations radars troublent ce décor de carte postale. L'île de Yonaguni accueille une base des forces d'autodéfense japonaises. C'est grâce à la base que l'île a repris vie, lance ce guide, qui fait découvrir aux touristes des structures sous-marines près de Yonaguni. Depuis l'arrivée des forces d'autodéfense il y a 10 ans, après un débat qui a déchiré les résidents, la population de l'île a augmenté, passant de 1400 à 1600 résidents. Et Yonaguni bénéficie d'importantes retombées économiques. L'île reçoit davantage de subventions du gouvernement japonais qui ont permis de financer la construction d'un incinérateur de déchets et la rénovation des routes et du réseau d'aqueducs. Le Japon prévoit déployer d'ici 5 ans des missiles sol-air capables d'abattre des avions et des missiles balistiques, ce qui va essentiellement transformer l'île de Yonaguni en forteresse ou base avancée. Tokyo justifie sa décision en citant les ambitions militaires croissantes de la Chine et les tensions autour de Taïwan qui pourraient entraîner le Japon dans un conflit militaire. Pékin accuse pour sa part Tokyo de transformer cette île du sud-ouest japonais en porte-avions insubmersible. Quelques manifestants se rassemblent devant la base des forces d'autodéfense pour dénoncer l'accélération du virage militaire du Japon. Depuis l'arrivée de la première ministre Takaichi, le Japon tourne le dos à son passé pacifiste au point de déployer des missiles du jamais vu depuis la Deuxième Guerre mondiale. J'ai l'impression que le pays investit énormément dans la militarisation et moins dans la diplomatie, lance-t-elle. Les tensions dans le détroit de Taïwan créent une incertitude inquiétante, selon eux. Un missile chinois est d'ailleurs venu s'échouer à quelques dizaines de kilomètres de Yonaguni,
lors d'exercices militaires il y a 4 ans en réponse à la visite à Taïwan de la politicienne américaine Nancy Pelosi. Et Tokyo, pour sa part, avait envoyé des avions de chasse sur Yonaguni. Il n'y a pas d'avenir ici dans un climat de tension permanente. Nous voulons vivre en paix avec nos voisins, dit cet homme. Des résidents craignent que l'île ne devienne une cible, répond le maire, mais il vaut mieux être préparé à toute éventualité que de ne rien prévoir. De retour à son auberge familiale après avoir participé à la manifestation, Fumie Kano soutient que le Japon adopte une stratégie dangereuse après 80 ans de pacifisme. Plus le pays a d'armes, plus il risque d'être entraîné dans un conflit, selon elle. En tant que seul pays à avoir subi des bombardements atomiques, le Japon a le devoir de faire prendre conscience au monde entier des horreurs de la guerre, lance-t-elle. La petite île japonaise paisible, réputée pour ses chevaux miniatures sauvages et sa faune maritime, craint de se transformer en champ de bataille. Ici Philippe Leblanc, Radio-Canada, Yonaguni. Nous irons en Haïti dans ce grand journal. Processus électoral en Haïti. Jean-Tel Joseph dénonce des dispositions qu'il juge favorables à certains acteurs. Le débat autour du nouveau cadre juridique régissant les élections continue de susciter des réactions au sein de la classe politique haïtienne. Jean-Tel Joseph a vivement critiqué plusieurs dispositions du décret électoral, estimant qu'elle accorde des avantages à certains secteurs au détriment de l'équité et de la transparence du processus démocratique. Reportage signé Télémétropole dans ce grand journal. Des membres de l'opposition plurielle ne gardent pas le silence par rapport à l'article 139 du décret électoral. L'augmentation des 100 000 membres est une manœuvre à des fins politiques, de l'avis exprimé par le chef de file de l'opposition dit plurielle, Jean-Tel Joseph. Dans minute m'a parlé à pas de parti politique qui agréé encore. Yo dit tout parti politique doit conformer yo avec nouveau décret qui mandait 100 000 moun pour inscrire. C'est parce que yo gen nommé yo base de données l'ONU, yo décidé yo même yo gen groupe pa yo y a fait cadeau base de données pour faire. Les positions ne changent pas. Le départ du pouvoir en place. Si l'opposition plurielle a accordé une période de grâce au Premier ministre Alex Didier-Fils-Aimé, les temps ont changé, paraît-il. Non, même décret ça, directeur général ça a un pouvoir. C'est lui pour gérer les fonds du conseil électoral. Il a un pouvoir. Vous voulez entendre ça, m'a dit bien. Directeur général ça a un pouvoir. C'est lui pour faire concours pour bec pour bed. C'est lui qui a le pouvoir pour publier résultats élections, tant résultats partiels que résultats définitifs. Malgré les différents mouvements de protestation qui ont essuyé des échecs apparemment, des membres de l'opposition dit plurielle n'entendent pas lâcher prise. Ils envisagent de fouler le macadam à nouveau en vue de faire passer leurs revendications les 6 et 7 juin prochains. Nous resterons toujours en Haïti. Plusieurs organisations de la société civile, des associations paysannes ainsi que des acteurs du développement rural ont participé à une série d'échanges portant sur les conséquences grandissantes de l'insécurité sur la vie des agriculteurs haïtiens. Le détail avec Téléguinéen dans ce grand journal. Ça pour nous, sorti depuis en octobre 2025 et arrivé aujourd'hui dans le mois mai-juin 2026. Nous gardons conséquences, nous gardons leçons que nous tirons et recommandations et différents focus groupes fait-nous et aujourd'hui nous organisons activités restitution là ensemble avec Tête Collée, MBNKP, et Bataille Ouvrier et puis MPP. Commune nous est ciblée dans le nord, c'est Pillon, Saint-Raphaël, Cap-Haïtien et puis Limbé. Dans le plateau central, nous ciblons Inche, c'est à Calassous, et Las Caobas et puis Maïsad. Et dans le sud, nous ciblons exactement les Cailles, Campérin, Cavaillon et Chardonnier. Son initiative, nous prenons parce que nous
qui est considéré crise qui a bouleversé le pays. Nous pas voulu passer inaperçu sur lui sans nous pas gagner information, impact crise a fait sur paysans, comme nous-mêmes, comme paysans, comme organisation paysanne. Nous pas voulu pas gagner connaissance ça. Et nous pas voulu parce que nous connaissons pas gagner l'autre monde qui a. C'est la fin de ce grand journal pour ce aujourd'hui. Avant de partir, couleur du temps pour ce vendredi 29 mai. Boston connaît une journée globalement douce mais nuageuse avec un risque d'averse. Des températures oscillant entre 52 degrés Fahrenheit et 69 degrés Fahrenheit. Et un ressenti maximal agréable pouvant atteindre environ 75 degrés Fahrenheit en milieu de journée. Le temps restera, dans la matinée, le temps restera majoritairement ensoleillé à partiellement nuageux, avec des températures qui grimpent rapidement de 58 degrés Fahrenheit au lever du jour, à 65 degrés Fahrenheit vers 10 heures. À l'après-midi, le mercure atteindra un maximum de 69 degrés Fahrenheit. Le ciel se couvrira avec l'apparition de quelques averses. Probabilité de pluie autour de 35 à 45%. Dans la soirée, le ciel restera couvert avec un risque persistant de pluie et une température qui redescendra vers 59 degrés Fahrenheit. Vent soufflant du nord-ouest le matin jusqu'à 20 km par heure. Il s'orientera à l'est en cours d'après-midi en faiblissant. C'est la fin de ce grand journal. Pour présenter le grand journal, Erlich Dorelas, depuis la studio de Swag Radio de la capitale et grande école du monde. Swag Radio, Énergie le Flow, Latitude, Alexa, Open, Swag Radio, pour écouter Swag Radio 24h sur 24. Passez le message à vos camarades et passez la commande à Alexa. Pour rester bien informé, info sans cassure, info sans bavure, info à la vitesse de la lumière, c'est l'affaire de P-News sur WhatsApp et sur Facebook. P-News, votre référence en matière d'info. Podeuse Café Créole, la bonne cuisine haïtienne au 299 Main Street Everett, chiffre le 617 294 1425. Joyeux vendredi, joyeux week-end. N'oubliez pas de garder le sourire car ça rajeunit le visage. Au revoir. Bon week-end, à lundi.